Eh bien, 3 sujets retiendront notre attention au cours de cette émission. Nous étions le 28 mars 2015. Muhammadu Buhari remportait l'élection présidentielle au Nigeria avec 53% en tout cas des voix. Ancien militaire à la retraite, Muhammadu Buhari a été élu sur le thème du changement. Il promettait alors une amélioration radicale à la population, passant donc par la lutte contre la corruption. Un an après, on remet sur tapis les promesses du chef de l'État. Les ministres de la Défense ou représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens ont convenu vendredi de renforcer la coopération en matière de lutte antiterroriste lors d'une réunion dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Quelles assurances cette vision donne-t-elle à ces États membres? On en fera également la discussion. Et puis, ignorant la plupart du temps les tests qui régissent les droits fondamentaux de l'homme, la population burkinabé en majorité a décidé de ne plus s'en référer à la gendarmerie ni à la police nationale pour décider du sort des voleurs. Elles prétendent ainsi suppléer à la lenteur administrative du système judiciaire et à l'incapacité de la police à infliger à ces individus sans foi ni loi la peine qu'ils méritent. Des Kogléogo, des groupes d'autodéfense qui pullulent au Burkina Faso et qui rendent justice sans passer par les procédures légales sera donc le dernier sujet qui fera objet de débat au cours de cette émission. Bienvenue donc à chacun et à tous. Avant de retrouver nos invités pour le débat, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent. C'est le Flash. Au Congo-Brazzaville, 4 candidats déçus de l'élection présidentielle appellent à une opération ville morte ce mardi 29 mars à Brazzaville et dans l'ensemble du pays. Cette action vise à protester contre la victoire au premier tour du président Denis Sassou Nguesso à l'élection du 20 mars. En Angola, 17 opposants politiques étaient poursuivis par la justice. Au terme d'un procès fleuve, ils ont été reconnus coupables ce lundi 28 mars d'actes préparatifs à une rébellion et d'association de malfaiteurs à l'issue d'un procès mouvementé. Les accusés, comme leurs avocats, s'attendaient à une condamnation, mais pas aussi sévère. Faustin Archange Touadéra, élu le 14 février, premier président de la République centrafricaine, sera investi le mercredi 30 mars à Bangui à l'occasion d'une grande cérémonie. Plusieurs chefs d'État sont attendus pour cette cérémonie d'investiture qui va marquer la fin de la transition dans le pays. Le 28 mars, cela faisait un an jour pour jour. Le Nigeria vivait donc la première alternance démocratique de son histoire. Le général Muhammadu Buhari gagnait donc la présidentielle et le président sortant Goodluck Jonathan reconnaissait également sa défaite. Un an plus tard, où en est le Nigeria? Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour très chers amis et bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA. Journaliste, directeur général du quotidien Actu Express, merci donc de répondre à notre invitation. Ralmeg Ganaho également, juriste de formation, spécialiste des questions de droits de l'homme. Merci également de répondre à notre invitation pour partager ces quelques minutes avec nos téléspectateurs. Bonjour. Nous retrouvons la transition et nous plantons donc le décor du débat. Il y a un an, Muhammadu Buhari donnait donc espoir à la population nigériane. Médéric François Gongo. Un an de tergiversation, un an d'action engagée, un an, les Nigériens continuent d'attendre. Un an, on me dirait que c'est peu, mais c'est largement suffisant pour commencer déjà par faire un bilan. Et les 3 points qui étaient annoncés dès le départ et qui avaient été les thèmes de campagne sur lesquels se sont entendus et les électeurs et le président élu sont notamment la lutte contre le Boko Haram, l'hydre qui change de position, de tête et de méthode de temps à autre. Ensuite, la lutte contre la corruption et le redressement économique du pays. Par rapport à la lutte contre Boko Haram, nous devons la vérité de reconnaître qu'avec la collaboration, notamment entre le Cameroun et le Nigeria, et de manière plus étendue entre plusieurs pays du monde entier offrant des drones, offrant des informations au Nigeria, on n'en est pas complètement au contrôle du mouvement, mais on peut le dire que le mouvement Boko Haram au niveau du Nigeria peine
a fonctionné comme cela était le cas dans un passé récent. Cela ne veut pas dire que l'hydre a été complètement décapité. Il y a du travail qui a été fait. De l'autre côté également, nous avons la lutte contre la corruption. Des élans ont été avancés. La volonté a été affichée. Une commission a été mise en place. Plusieurs personnalités, plusieurs sociétés ont été épinglées. Beaucoup de fonds ont été localisés dans les banques à l'extérieur, notamment au niveau de Dubaï où on a parlé il y a quelques jours de 300 je crois, qui ont été rapatriés. Rapatriés. Il y a du travail qui est fait à ce niveau, mais est-ce que cela suffit largement parce que la plaie était béante, la situation était tellement préoccupante, est-ce que cela suffit pour juger le président? Un an, c'est peu, un an, c'est largement suffisant. Sur le troisième point, nous avons la relance de l'économie. Au niveau de la relance de l'économie, on remarque quelques tâtonnements, on remarque quelques difficultés dues notamment à la baisse du prix du pétrole. L'économie nigériane est assise fondamentalement sur la fluctuation du prix de l'eau noire et due également à la peine que le gouvernement a pour prendre certaines décisions, pour appliquer certaines décisions du fait des résistances qui ont toujours perduré durant tous les gouvernements qui se sont succédés. Voilà un tableau que vient de peindre donc Médéric François Gongo. Est-ce que vous avez l'espoir suscité par cette coalition de partis d'opposition ayant porté à la tête du Nigeria ce général à la retraite? Je veux parler de Mamadou Bouhari qui aujourd'hui a un petit surnom aujourd'hui au Nigeria. On dit Baba Goslo. Le vieux est en train d'avancer lentement. Ralmek Ganaho, est-ce que vous pensez véritablement qu'un an c'est trop tôt pour juger le président Bouhari? Oui, c'est un peu trop tôt, surtout quand il s'agit d'un militaire. Ils ont leur stratégie, il y a la manière de travailler qui n'est pas... Et c'est justement, quand on parle de militaire, c'est beaucoup plus actif, normalement. Non, c'est stratégie. C'est stratégie, c'est sous-marin, c'est la patience. Je crois que par rapport justement à Boko Haram, il y a eu suffisamment d'avancées, mais l'essentiel du travail qui est attendu de lui, c'est sa capacité en fait à rassurer ses collègues, notamment le Tchadien, et à pouvoir conduire avec lui dans la synergie et la lutte contre Boko Haram. Parce qu'il y a eu suffisamment de, disons, en griffe, quelques incidents diplomatiques entre le Tchad et le Nigeria avant qu'il ne vienne. Et à son arrivée, c'était censé en fait calmer les acteurs. Mais la résurgence de Boko Haram ces derniers jours au Nigeria et quelques nouvelles de retrait du Tchad qui ne s'investit plus tellement dans la lutte au niveau des frontières du Nigeria pose quelques problèmes. C'est un peu tout comme si il n'est pas encore en fait arrivé vraiment à mobiliser toutes les énergies autour de ce projet-là, à savoir combattre Boko Haram. Et sur ce point, moi j'espère que, parce que au-delà du besoin des citoyens de combattre en fait Boko Haram, il y a que lui, les militaires, il est stratège, il peut voir dans les velléités de Déby certaines envies en fait de le fragiliser. Il peut aller au-delà des enjeux de l'heure. Et cette manière que le stratège qu'il est aurait de réfléchir à la question peut en partie aussi constituer en fait un obstacle à la lutte ouverte en fait que nous attendons nous autres contre Boko Haram. Donc, est-ce que vous êtes d'avis avec lui lorsqu'il estime que techniquement il a gagné la bataille contre Boko Haram? Non, nous avons non. Même actuellement, nous sommes encore sous la menace de Boko Haram dans toute la sous-région. Et notamment dans la bande Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger, Boko Haram est encore là. Et Déby l'a avoué. Déby qui avait annoncé en tant que le monsieur est mort, aujourd'hui encore il est encore au front, il subit encore de plein fouet, c'est-à-dire les ravages de Boko Haram. Non, ce serait fait de l'humour que de dire que techniquement il a gagné la bataille. Je vais espérer en fait qu'il se fasse confiance, qu'il crée un rapport de confiance entre surtout Déby et lui. Si les deux là se donnent la main dans une démarche de confiance, et encore qu'ils sont tous de l'armée. Donc, je crée en fait une relation froide entre deux stratèges militaires qui, au-delà de ce que nous attendons, nous, sur place, combattre Boko Haram, soient en train en fait de jouer à d'autres cartes militaires et dans ces jeux-là qui se feraient entre eux, c'est-à-dire nous, on n'aurait pas la solution à savoir pourquoi on ne se pas terrasser. Or, nous savons très bien qu'une synergie ouverte entre les deux chefs d'État-là, franchement, Boko Haram ne tirerait pas le coup, Boko Haram serait écrasé. Et donc, au-delà de la lutte contre Boko Haram, il y a aussi la corruption, la lutte contre la corruption.
Je pense que ce monsieur-là, avec encore une fois la méthode, la manière qu'on lui connaît, il est en train d'avancer à petits pas. Attendons d'abord 2 ans, 3 ans pour voir jusqu'où il peut régler le problème de lutte contre la corruption. Parce qu'il y a un lien étroit entre la lutte contre la corruption et la lutte contre Boko Haram. Je m'explique. Lorsque vous laissez des espaces non gouvernés dans une république où des gens il n'y a pas une redistribution équitable des richesses du pays, certains sont récupérés tout de suite dans leurs besoins alimentaires, dans leurs besoins socio-économiques, sont récupérés par les fanatiques qui commencent donc par créer des missions de salut, ainsi de suite. Et à partir de là, c'est-à-dire vous créez dans votre État des espaces non gouvernés qui permettent en fait à des islamistes de s'installer. Donc actuellement au Nigeria, on le sait très bien, il y a des lieux où l'État il n'y a pas une répartition équitable de la richesse du pays. Okay. Et c'est dans ces lieux-là que Boko Haram en fait, est en train d'évoluer. Donc il a intérêt aussi, en même temps qu'il travaille contre Boko Haram, à faire un effort d'équilibrer en fait les investissements publics, de répartir l'élévation de la richesse nationale, de sorte à ce que les espaces non gouvernés soient vraiment récupérés par l'État pour repousser Boko Haram dans ces derniers retranchements. Alors, Médéric François Gogo, vous l'avez commencé déjà par situer. Alors, la lutte qu'aujourd'hui le président Muhammadu Buhari est en train de mener, surtout dans le domaine de la relance économique, en épinglant tout dernièrement 30 entreprises dans lesquelles se sont trouvés la plupart de ceux-là qui ont coopéré entre-temps avec le président sortant Goodluck Jonathan. Est-ce que le peuple nigérien perçoit ça comme une bonne cause? Oui, je crois que l'adhésion populaire, la lutte contre la corruption ne fait l'ombre de qu'un doute. L'évidence prouve, il y a le mouvement Follow the Money, créé par des jeunes qui vient en appoint à la commission mise sur pied, une commission composée de près de 3000 personnes qui travaillent et qui fouillent les dossiers, qui va avec munitie, avec tact. Il a bien dit, il ne veut pas qu'il y ait une chasse aux sorcières, mais il veut que ce qui a été volé à l'État soit retourné, qu'on retourne cela dans la caisse de l'État parce que le Nigeria en a grandement besoin. Je pense que le déclic, hein, quand on le voit lors de la campagne, il était avec son balai. Hein, le déclic a été donné, l'adhésion populaire est établie, mais quelle sera la suite lorsque l'on sait que le système judiciaire au niveau du Nigeria est un peu enrhumé, lorsque l'on sait qu'on peut être amené à se trouver devant des cas d'enlisement des situations de justice, lorsque l'on sait que difficilement on peut retrouver des non corruptibles, hein, au niveau du Nigeria, mais est-ce que lui seul, il pourra faire le jeu? Est-ce que le gouvernement restreint qu'il a mis en place pourra l'aider à faire le jeu? Mais l'un dans l'autre, il y a une avancée considérable et c'est irréversible ce mouvement qui est enclenché. Le soutien populaire viendra forcément, on va le constater lors des élections intermédiaires qu'on aura dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, Buhari est en train de gagner déjà le combat pour avoir donné le déclic, pour avoir l'adhésion populaire, mais au résultat, on veut compter des milliards. Et les milliards, si c'est vrai qu'on a eu déjà au niveau du Dubaï, si c'est vrai qu'au niveau des pays offshore, hein, je veux parler de la Suisse, je veux parler de Liechtenstein, je veux parler des îles Bahamas et beaucoup d'autres endroits qu'on appelle les paradis fiscaux, si la collaboration peut être établie, hein, indépendamment des règles bancaires qui amènent les banquiers de ces pays à ne pas tout dévoiler, si des gens peuvent avoir une collaboration, je pense que le Nigeria peut engranger beaucoup de moyens pour régler la situation économique préoccupante que nous constatons aujourd'hui, parce que aujourd'hui au Nigeria, la baisse du coût du pétrole, comme je l'ai dit, nous amène à constater une fluctuation au niveau du coût du Naira. Et la situation économique est véritablement préoccupante aujourd'hui. Ahmed, est-ce que vous êtes d'avis avec le président qui estime qu'il a restauré l'autorité du Nigeria? Oui, ça, sur ce point, on peut être d'accord avec lui. Comme quoi, comme je le dis, il est dans une approche méthodique. Ce serait un peu hasardeux d'espérer de lui en fait des actions d'éclat et dire oui, voilà, il travaille, il s'agit. Il n'a même pas intérêt à le faire. Parce que le problème du Nigeria, c'est un problème profond. C'est un problème très profond. Il y a le Nigeria d'Abuja et de Lagos, il y a le Nigeria vraiment des coins reculés et déshérités. Et il faut vraiment d'abord qu'il ramène les sous du pays là où ils doivent être et en même temps aussi travailler à un système de répartition équitable
les richesses du pays. Et dans ces conditions-là, lorsque vous ne donnez pas à quelqu'un, lorsque vous n'assumez vos responsabilités, vous ne pouvez pas dire que vous êtes autoritaire. Votre autorité, en fait, souffre en fait, d'une certaine légitimité. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'État, c'est-à-dire au Nigeria. Il faut que ces gens-là sentent que l'État existe pour eux. Vous savez, pendant longtemps, les grandes compagnies pétrolières, lorsqu'ils donnent leur part de contribution au développement local, parce que dans tous les géants contrats que signent ces firmes internationales, il y a, c'est-à-dire une obligation pour eux en fait, de contribuer au développement local pour ce qu'ils ont engagé comme bénéfice et consomme. Mais tous ces fonds-là, pendant des décennies au Nigeria, tout a été détourné justement. Et quand c'est détourné, c'est dans ces milieux-là où on est sur ces pétroles que vous voyez une population qui ne jouit pas en fait des ressources qu'il y a dans son milieu de vie, qui, du point de vue écologique et environnemental, est de plus en plus. Et ça fait partie des toutes premières revendications des groupes islamistes, donc, notamment Boko Haram. Donc en fait, il y a un équilibre. C'est pour ça qu'il dit que tout est lié. Et il le sait très bien. C'est pour ça qu'en même temps qu'il est sur le terrain en fait, de la sécurité, de la restauration de l'autorité, en même temps, il attaque la question de la corruption. Et il sait aussi, comme il a dit, comme le dit Médéric, que le système judiciaire est vraiment enrhumé. Et ce n'est pas le genre de mafia qu'on démantèle en 12 mois, en 18 mois. C'est un travail minutieux. Non seulement il faut dissuader, mais il faut aussi sensibiliser des acteurs clés, les ramener à raison pour équilibrer. Donc, en fait, la question du Nigeria, c'est une question qui requiert de la patience. Il faut espérer qu'avec beaucoup de méthodes, ce pays-là va retrouver une stabilité, de bonne gouvernance et que la sécurité va revenir. Parce que qui vit d'espoir ne meurt jamais. Merci donc à vous, Ralmeg Ganaho, Médéric François Gogo également. Merci. Ce sera donc la première partie de discussion. Nous refermons donc ce sujet sur le Nigeria avec cette transition pour retrouver le terrorisme sur le continent. Voilà, comme je le disais, donc je suis toujours avec vous, Médéric François Gongo et Ralmeg Ganaho. Les membres de la CENSAD se sont mis d'accord pour un renforcement de la coopération dans la lutte antiterrorisme selon un projet de résolution lu par le ministre égyptien de la Défense Sédik Sobi à l'issue d'une réunion de 2 jours à Sharm el-Sheikh dans le sud du Sinaï. Alors, une résolution qui sera présentée au président des États membres met l'accent sur un partage des renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes aux frontières. Est-ce que vous pensez, Médéric François Gogo, qu'en l'État, cela est possible et efficace? Oui, je pense qu'il est très important d'aller vers une mutualisation des forces pour faire face à un phénomène qui se déplace, qui mute, qui change de forme et qui change d'endroit, qui aujourd'hui devient l'insaisissable sur le plan mondial, même si à l'évidence, on remarque Daesh un peu poussé dans ces derniers retranchements au niveau de Palmyre et un peu embêté par cette offensive que l'on observe aujourd'hui vers Mossoul. On sait que le grand projet de création de l'État islamique est hypothéqué. L'État islamique qui devrait être créé entre la Syrie et l'Irak en rognant un peu du côté des nations non décidées. Je veux parler notamment des Kurdes et de beaucoup d'autres minorités. Face à cette impossibilité, il y a une sorte d'exportation du terrorisme au niveau des nations jusque-là non soupçonnées. Et c'est en cela qu'au niveau du continent africain, aujourd'hui, nous avons remarqué au niveau de Abidjan, nous avions remarqué au niveau du Mali avec une exacerbation de cette situation de terrorisme, nous constatons que le continent africain aujourd'hui n'est pas du tout épargné. Et donc, il est bon et bienséant que les nations du CENSAD ou de la CENSAD, la communauté des sahéliennes créée par le vénérable Muammar Kadhafi, se retrouvent pour aller vers une mutualisation des forces, un partage d'informations et de renseignements pour pouvoir réussir cette lutte de maîtriser les poches où se trouvent les réseaux dormants. Parce que généralement, c'est des réseaux dormants qui opèrent dans un silence, avec la complicité de personnes situées dans des endroits, dans des arcanes de l'administration, dans les arcanes du système politique, les plus insoupçonnés, des personnes insoupçonnées. Donc je crois que l'utilité de cette rencontre est prouvée. Je crois que l'opportunité de la mise en commun des efforts, de la mutualisation des informations et des renseignements est une chose très importante. Mais là, quel sera le commandement? On parle de ce que
Voilà, lequel sera la base. Alors, justement, cela m'amène, c'est une bonne transition tout trouvée. Alors, lorsque, dans un passé récent, les États menacés par Boko Haram ont convenu de mettre en place un dispositif dont le commandement serait basé à N'Djamena, et jusque-là, une idée qui n'a pas jusque-là germé. Aujourd'hui, on parle au niveau de la CENSA de la mise en place d'un dispositif de ce genre, et donc le commandement serait basé au Caire. Rameg, est-ce que vous ne pensez pas qu'on agite les mêmes idées sans pouvoir passer à l'action? Nous sommes tous conscients que le terrorisme exacerbé en Afrique a comme sanctuaire la Libye. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas vous asseoir, sans décider de comment avoir un État libyen gouverné, sécurisé, et suffisamment sécurisé sur toutes ses frontières, et avec tous les espaces gouvernés sur ce territoire-là, ce vaste territoire libyen. Vous ne pouvez pas en fait vous retrouver manquer de traiter de ça et dire que vous décidez d'une stratégie de lutte contre le terrorisme dans la zone CEDSAT. C'est-à-dire que c'est de l'utopie en fait. Je ne comprends pas cette hypocrisie des grands États comme l'Égypte, le Tchad et consorts. C'est de l'hypocrisie qui dépasse son nom, tout simplement. Ils n'ont qu'à nous régler le problème libyen. C'est un problème sérieux. Pour rappel, ça ne sert à rien de maintenir le mal, c'est-à-dire le générateur de mal est là, vous ne réglez pas le problème du générateur de mal, et vous prenez 1001 mesures pour dire nous voulons régler le problème. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Pendant que la rencontre de Sharm el-Sheikh se déroulait, il y a la Tunisie qui allait négocier des fonds au niveau des États-Unis pour sécuriser ses frontières vis-à-vis de la Libye qu'elle veut isoler. Oui, mais ce n'est pas justement, ce n'est pas des mesures, c'est-à-dire isolées comme ça, justement. Non, c'est des mesures, c'est une synergie. On parle encore une fois encore de synergie. Le problème libyen est devenu un problème de nous tous, de toute l'Afrique. Si les gens n'ont pas ça à cœur et ne comprennent pas qu'il faut d'un sursaut au niveau de l'Union africaine même pour que la Libye soit désormais, redevienne vraiment un État sérieux avec pas plusieurs gouvernements, pas plusieurs armées, pas plusieurs avec non. Il faut franchement ramener la sécurité en Libye. Pour autant qu'il ne travaillerait pas à ramener la sécurité en Libye, moi je ne pense pas qu'on peut maintenir un puissant générateur de mal, de terrorisme, c'est-à-dire avec toute sa capacité. Et on dit, bon, on maintient le générateur, mais on travaille simplement sur le mal que ça produit. Mais c'est un peu tout comme si, c'est seulement que c'est moi la queue. On ne peut pas régler le problème, tout simplement. Donc, moi, je me suis un peu intéressé à la question, je les ai suivis, mais je me suis dit, mais franchement, c'est de la distraction, c'est de la comédie. Ils ne veulent pas, franchement, montrer une solidarité au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CENSAD pour nous débarrasser du terrorisme. Ce n'est pas encore ça les mécanismes que nous attendons. Il faut que le problème libyen soit réglé définitivement. Et à partir de là, maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le sérieux des affaires d'échange d'informations et consorts. Et c'est là où il y a les États sérieux organisés qu'on parle d'échange d'informations. Ils veulent échanger d'informations dans le cas de Libye avec quelle autorité, avec qui? Qui contrôle quoi en Libye? Alors qu'on sait que tout part d'abord de là. Tout à l'heure, quand il a fait la carte, quand les gens descendent de là-bas, par quel pays ils passent? D'abord la Libye, après maintenant par la Sinaï et comme ça pour rentrer. Et donc, si on ne peut pas régler le problème du générateur de mal, il faut cesser vraiment de se retrouver pour encore une fois gaspiller les sous des contribuables, des États membres pour dire on est en train de mettre en place. C'est quand même une mesure qu'il faut saluer d'une manière ou d'une autre. Ça participe quand même d'une idée qui est née et qui doit donc être mûrie pour vous donner de bons résultats. Alors, Médéric, vous disiez tout à l'heure de Daesh qui est davantage repoussé vers le continent, surtout la Libye qui est aujourd'hui une zone transit, ce qui fait beaucoup de ravages sur le continent africain. Cassant tué à Palmyre, aujourd'hui ils sont encore davantage repoussés. Est-ce que l'Afrique est beaucoup plus menacée? L'Afrique se retrouverait véritablement menacée parce qu'en Europe aujourd'hui, on l'a remarqué, suite aux événements de Bruxelles, il y a eu un mouvement d'ensemble. On a eu même des arrestations jusqu'à Copenhague, je crois, et que là, les informations ont été mises en branle et ont sérieusement fonctionné. Je pense que l'Afrique serait le terrain par essence d'expérimentation de cette manière de vouloir démontrer que l'on existe. Parce que c'est aussi une manière de montrer que la religion musulmane, au-delà de ce qu'on observe, au-delà de ce que les sunnites seraient fondamentalement à la base, et là je rappelle que l'Égypte est une nation sunnite, et c'est là que j'ai quelques inquiétudes par rapport au rôle déterminant que l'Égypte jouera. Si l'on sait que Daesh a été de tout temps financé par les empires sunnites, je veux parler de l'Arabie Saoudite, je veux parler de Koweït, je veux parler
du Qatar aussi, qui ont eu à financer sérieusement Daesh pour aller contre l'avancée de l'empire chiite. Ah, je vais parler de l'Iran et d'une bonne partie de l'Irak. Je crois là que nous sommes dans un cas de figure de plus de conscience. Là, il faut le saluer. Maintenant, quelles sont les marges d'une structure qui serait basée en Égypte? C'est là où j'ai quelques inquiétudes. Et c'est vrai par rapport à ce que mon ami dit. La Libye, la situation en Libye, où on voit aujourd'hui régner pas des tribus comme Kadhafi l'avait voulu, mais des sanctuaires où on voit des personnes qui, du jour au lendemain, deviennent des chefs de guerre, qui s'en donnent à plein aise pour manipuler la richesse du pays par rapport au puits de pétrole, ou à Tobrouk, ou à Tripoli, on ne sait pas qui gouverne exactement, malgré le grand rôle que la communauté internationale a eu à jouer la fois dernière pour rassembler et pour amener les uns et les autres à aller vers un gouvernement d'union nationale. Je crois que lorsqu'on ne va pas régler la situation de la Libye, lorsque on ne va pas statuer clairement sur qui a fabriqué Daesh, qui serait également un ancien partenaire de la CIA, selon certaines informations, qui a fabriqué Daesh. Lorsque l'on n'accepterait pas au niveau de l'Occident, aller par la politique de 2 poids 2 mesures par rapport aux agissements des nations arabes, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut tuer allègrement en Arabie Saoudite, personne ne dit rien. On peut tuer au Qatar, on peut tuer au Koweït, mais quand on tue, peut-être en Irak, on est prêt à lever le petit doigt parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je crois que nous sommes dans le cas de figure dans la lutte contre le terrorisme, c'est vrai. Mais cela ne va pas sans une reconsidération, je le dis et je le redirai, des paradigmes au niveau des relations internationales, hein, pour démontrer aux nations arabes, pour démontrer aux pays d'origine des terroristes que le pouvoir n'est pas confisqué par le monde occidental, que le pouvoir au niveau des systèmes des Nations Unies est ouvert, que le Conseil de sécurité ne sera plus seulement contrôlé par ce qu'on observe aujourd'hui et qui ne sont même pas partie prenante de beaucoup d'accords. Je veux parler par exemple de l'accord institué à la Cour pénale internationale de La Haye. Je veux parler de beaucoup d'autres choses par rapport à l'environnement et autres, mais qui se mettent en position de donner des leçons et qui sont les premiers à frapper. Je crois que lutter contre le terrorisme, c'est bien. Le mouvement de Sharm el-Sheikh est bon. L'Égypte comme base, j'ai quelques doutes. Mais on ne peut pas régler ce problème isolément de la situation de la redistribution des cartes sur le plan de la diplomatie mondiale pour montrer aux Arabes que non seulement ils ont le pétrole, non seulement ils ont l'argent, mais également ils auront une petite parcelle de pouvoir. Ahmed Ganaho, vous posiez tout à l'heure le problème d'abord de la démarche, mais l'Égypte qui veut abriter la base opérationnelle de cette action si éventuellement elle se mettait en place. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une manière pour l'Égypte de sécuriser davantage ses frontières? Parce qu'on sait très bien que dans cette région, par exemple du Sahel, il y a beaucoup d'attaques des islamistes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans cette histoire, il n'y a pas un dialogue franc entre les États arabes. Il n'y a pas un dialogue franc et c'est ce qui est regrettable depuis 67, 74, les différents assauts qu'ils ont subis de l'Israël et toujours perdus. Et je pense que ces États, franchement, manquent de sincérité entre eux. Sinon on ne peut pas comprendre que la situation en Libye perdure à ce jour. Et je voulais dire, c'est-à-dire, j'ai souvent... Mais c'est une situation qui a été créée. C'est souvent délicat d'associer Daesh à la religion musulmane. Et les adeptes de Daesh n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ça n'a rien à voir. Nous avons affaire à des trafiquants de drogue, à des bandits, à de vrais délinquants financiers. Et voilà, ils n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Il faut pas, ce serait vraiment pas intéressant ici qu'on s'accorde sur le fait qu'ils ont un lien avec la religion musulmane. C'est des délinquants qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Et de ce point de vue, c'est la nouvelle armée. En fait, il n'y a plus de mercenaires aujourd'hui. Daesh est devenu la nouvelle forme, la nouvelle organisation, la nouvelle machine organisée de l'impérialisme pour en fait aller sur le terrain et faire n'importe quoi. Il n'y a plus de mercenaires. L'état de Bob Denard maintenant est révolu. Désormais, vous avez, c'est-à-dire Bob Denard version Daesh. C'est ce qu'il y a aujourd'hui en fait. Il faut dire les choses clairement. Ouais, donc, il ne faut pas l'associer à une religion. Il faut comprendre que c'est la délinquance qu'il y a au niveau mondial par rapport à la prédation des ressources de part et d'autre. Maintenant, je reviens en fait à la pertinence de ce qui se passe actuellement en Égypte. Cette initiative-là, bon, vous la saluez, mais moi je ne la salue pas.
Parce que je sais qu'elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère, elle n'est pas du tout sincère. C'est-à-dire, ce n'est pas aux Américains ou aux Français de venir régler le problème libyen. La Libye est sur le continent africain. On va comprendre qu'avec tout ce que nous subissons de ça, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit au Niger, au Burkina, et au Mali, c'est la Libye. C'est la Libye. C'est un verrou, même l'immigration, c'est un verrou dangereux qui a été sauté. Et pour la dignité de l'Afrique, il faut régler le problème libyen de tout point de vue. On n'a même pas besoin du soutien de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'époque. Non. Il faut qu'on se retrouve et qu'on dise, mais nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus. Donc j'ai du mal à saluer cette démarche, l'initiative d'Égypte. J'ai du mal à saluer ça. Parce que l'essentiel à faire n'est pas du tout fait. Et comme vous le comprenez très bien, en fait, c'est une dynamique. On fait croire en fait à la zone Sensat que oui, c'est une approche pour nous tous, mais c'est stratégiquement une approche rien que pour gérer les intérêts, pour sauvegarder les intérêts égyptiens et aussi faire avancer la diplomatie égyptienne sur le territoire et sur le terrain et aller marchander. Le chaos libyen aura rendu donc la zone saharienne complètement dans une certaine insécurité que nous avons tous déplorée ici. Mais nous remarquons quand même que l'initiative est à saluer, qui t'a apporté quelques contributions pour pouvoir donc l'aménager. Alors merci, donc c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous observons donc l'essentiel de l'actualité sur le continent pour retrouver donc ce fait divers au Burkina Faso, les Kogli-Ougo. Au Congo-Brazzaville, 4 candidats déçus de l'élection présidentielle appellent à une opération ville morte ce mardi 29 mars à Brazzaville et dans l'ensemble du pays. Cette action vise à protester contre la victoire au premier tour du président Denis Sassou Nguesso à l'élection du 20 mars. En Angola, 17 opposants politiques étaient poursuivis par la justice. Au terme d'un procès fleuve, ils ont été reconnus coupables ce lundi 28 mars d'actes préparatifs à une rébellion et d'association de malfaiteurs à l'issue d'un procès mouvementé. Les accusés, comme leurs avocats, s'attendaient à une condamnation, mais pas aussi sévère. Faustin Archange Touadéra, élu le 14 février, premier président de la République centrafricaine, sera investi le mercredi 30 mars à Bangui à l'occasion d'une grande cérémonie. Plusieurs chefs d'État sont attendus pour cette cérémonie d'investiture qui va marquer la fin de la transition dans le pays. On attend les voleurs, affirme François Kaboré, secrétaire local des Kogli-Ougo, protection de l'environnement en langue maure, des groupes d'autodéfense qui pullulent au Burkina Faso et qui rendent justice sans passer par des procédures légales. Vous avez compris, mesdames, messieurs, c'est le troisième sujet de cette émission que nous animons avec nos invités que nous retrouvons juste après cette transition. Radmeg Ganaho, merci de rester toujours en notre compagnie pour partager donc vos réflexions sur ce sujet, ce phénomène social qu'on observe depuis peu au Burkina Faso. Médéric François Gongo, merci également de rester en notre compagnie. Ce n'est pas nouveau, on l'a constaté au Bénin, en Côte d'Ivoire également, mais désormais ils sont au Burkina Faso, mais avec leur dénomination, les Kogli-Ougo. Ils se sont donnés pour mission de lutter contre le banditisme et se substituent aux forces de sécurité officielles. Certains y voient un remède à la faiblesse des forces de l'ordre et de la justice. Leurs partisans accusent la police et la gendarmerie d'être inefficaces et de régulièrement libérer sans sanction les délinquants. Ce phénomène social, Médéric François Gongo, comment vous l'appréciez-vous? Vous savez, les difficultés à rendre justice, les accointances entre certains justiciables et l'appareil justice, les forces de l'ordre qui vont à la tête du client, parfois amènent des populations à douter de l'État. Et c'est ainsi que l'on a vu au Bénin avec le phénomène Dévi. L'on l'a vu au niveau du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et de beaucoup d'autres pays. L'on le voit aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. C'est un phénomène à ne pas négliger. Et là, je crois que le président même l'a bien dit, lorsque l'on lui disait de dissoudre ces mouvements, il disait qu'il ne pouvait pas dissoudre quelque chose qui n'est pas légal, qui n'existe pas. Et après, il va plus loin, il dit non, que c'est qu'il faut établir un dialogue, savoir comment y aller avec eux et savoir comment régler. Mais la crainte et la grande crainte à ce niveau,
c'est que c'est des mouvements au niveau du Burkina Faso qui jurent sur le Coran, pour la plupart, qui sont créés, qui prêtent serment sur le Coran. Est-ce des débuts des islamistes que nous avons? Est-ce vraiment des mouvements qui ont été créés pour suppléer aux forces de l'ordre? Si tel est le cas, il va falloir aller vers leur légalisation, parce que dans un état de droit, aucune structure, si organisée soit-elle, ne peut se permettre de se donner raison ou d'y aller comme on le constate à ce niveau. Même si, à l'évidence, nombreux sont les Burkinabés qui se retrouvent bien dans ces mouvements spontanés. Donc, il va falloir aller vers une réorganisation certainement de ces mouvements. Peut-être des milices privées qu'on doit reconnaître, à qui l'on doit donner des accoutrements, qui doivent avoir des formations qu'il faut. Et il faut des passerelles pour que les responsables de ces structures discutent avec les forces de l'ordre, pas ce qu'on entend, parce qu'il y en a qui disent « Non, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble », mais non, ça ne suffit pas. Dans un état de droit, force doit rester à la loi. Alors, Ramek Ganaro, vous qui êtes spécialiste des questions de droits de l'homme, voilà des milices constituées et qui tabassent des populations, qui les dépouillent et qui les humilient à la face du monde, comme quoi ils se substituent à la justice, surtout à la gendarmerie, à la police, qui jugent inefficace. Non, je crois que l'État du Burkina est interpellé. Ils sont partis à de nombreuses conventions internationales et qui enjoignent à l'État en fait d'avoir à protéger, à garantir la sécurité des personnes et ainsi des biens. Et donc, je crois aussi que le droit à la vie, pour autant qu'il est sacré au Bénin, il en est de même aussi au Burkina. Et donc, je ne comprends pas vraiment que... J'ai effectivement suivi le président comme vous le 20 février, et quand il disait oui, qu'il faut dialoguer avec. En même temps, il dit qu'on ne peut pas dissoudre, mais que ça demande une approche de dialogue. Et plus loin, il dira que oui, il faut que la justice prenne ses responsabilités. Mais je pense qu'il a utilisé juste des mots. Parce qu'il est arrivé des cas où ce système d'autodéfense des populations disons, assassiné, parce qu'on ne peut pas dire, ils ont assassiné en fait des personnes, des présumés voleurs ou je ne sais qui. Et les initiatives des forces de l'ordre pour donc appréhender les auteurs de ces crimes ont été repoussées par la population qui n'a pas toléré en fait que les forces de l'ordre viennent en fait jouer leur rôle. Alors là, je pense que Kaboré a un problème. Et soit il dirige le Burkina, ou bien il est complaisant. Je pense qu'à l'étape actuelle où on continue à parler de cette histoire-là, il est complaisant. Mais est-ce qu'il est complaisant qu'au début de son mandat, il se rende populaire? Il est complaisant et je compte sur les acteurs et sur des activistes de la société civile au Burkina, sur de grandes ONG que je vois qui ne rateront pas l'occasion et dans leur rapport alternatif qui soumettront bientôt à Genève et de faire interpeller l'État du Burkina parce que bientôt ils passeront à la revue pour les droits civils et politiques. Et puis il sera question vraiment d'interpeller le gouvernement sur cette question-là. Parce qu'ils ont une obligation de sécuriser tous les citoyens. Mais est-ce que vous pensez que le président, en début de l'exercice de son mandat, peut prendre une décision radicale vis-à-vis de ce groupe d'autodéfense aujourd'hui adulé par la population? Non, il n'est pas venu en fait diriger un Burkina qui n'avait pas un appareil judiciaire, qui n'avait pas une armée, qui n'avait pas... Non, il y a les institutions républicaines. Juste en fait, leur donner plein pouvoir, les encourager, faire comprendre que c'est ça ou c'est rien. Vous savez, la garantie commune que nous avons dans l'espace public, c'est la capacité en fait de l'État à permettre à tout le monde de jouir de ses libertés dans l'espace public. L'espace public est un espace de droit et de liberté. Vous ne pouvez pas en fait craindre de circuler ou d'exister dans un milieu parce que justement il y a un groupuscule qui se substitue aux institutions étatiques. Mais pourquoi payons-nous les impôts directs et indirects? Ce qu'ils font là, c'est l'État qui est censé en fait rétribuer, payer des gens qui feraient ça. Ce n'est pas leur rôle. Donc c'est trop facile que de voir le phénomène et de dire, bon, devant ça, oui, il faut quand même... Non, je pense que Kaboré a prêté ses mains pour que nous n'ayons pas ces systèmes d'autodéfense. Il est vrai que là où ça devient dramatique, c'est la connivence de la population avec ça. Et ça suppose aussi un problème d'éducation aux droits de l'homme. Vous savez, dans toutes nos constitutions,
en Afrique francophone notamment, je sais que les États ont promis en fait éduquer les populations, c'est-à-dire en matière de droits de l'homme. Lorsque vous balancez une population, vous les enseignez la loi et en vertu de cela, vous les sanctionnez. Mais qu'avez-vous fait au préalable pour les éduquer à ce que tel droit est sacré, tel droit est facile? Mais au-delà de l'éducation aux droits civiques, est-ce que les forces de droits de l'homme, est-ce que les forces de sécurité n'ont pas également besoin d'un certain nombre de renforcements, non seulement de capacités, mais également en équipement médiatique François Gongo pour pouvoir assumer convenablement leur mission? Je pense que le président Kaboré est en train de gérer de manière stratégique la situation. C'est vrai qu'il sait qu'il ne peut pas aller contre la volonté populaire qui adoube. Les populations adoubent un peu ces mouvements d'autodéfense qui ont à la clé, quoi qu'on dise, quelques résultats encourageants, même si le risque d'aller vers des règlements de compte est grand. Mais de l'autre côté, c'est qu'il faut que le Burkina Faso, comme tous les États en construction, les nations en construction, se mirent pour reconnaître qu'il y a des insuffisances au niveau de la justice, qu'il y a des insuffisances au niveau des forces de l'ordre, et qu'il faille aller vers beaucoup plus, pas de conscientisation, mais de formation, mais relever également le niveau de vie des magistrats, des policiers. Je pense que les grandes nations comme le Canada ont eu à le faire dans les années 60. Et les résultats sont là. Lorsque vous avez un magistrat qui gagne ce que nos magistrats gagnent, et que la possibilité lui est donnée de se faire corrompre, bah, il va le faire. Il en est de même pour les policiers. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on me dira, il y a les serments qui ont été prestés, il y a la volonté de servir le peuple, mais tout ça c'est des mots. Nous sommes dans une société où la pression sociale, je dirais les pesanteurs sociologiques, n'acceptent pas que l'on soit à une position sur un pédestal pouvant nous permettre d'engranger le maximum et que l'on soit pauvre. Là, il faut vraiment être un extraterrestre ou un intraterrestre pour vivre une situation comme ça. Donc, dans le cas de figure, c'est que le Burkina Faso rencontre une situation que presque toutes les nations en construction rencontrent, où il y a une crise de confiance entre les populations, les forces de l'ordre et l'appareil justice, où il y a une méconnaissance du rôle de certains magistrats et de certains agents des forces de l'ordre qui préfèrent se laisser soudoyer que de faire le travail, ou également l'État ne s'occupe pas bien et par rapport à la formation. D'abord, je parlerai du recrutement. Au Bénin, par exemple, on sait comment on recrute des policiers. On les amène, les bouviers qu'on amène rapidement pour rentrer dedans. J'espère que ça ne se fait pas de la même manière. Il y a quand même du Burkina. Il y a quand même des concours de recrutement qui évidemment, sont très bien organisés. Oui, les concours sont très bien organisés. Et je crois bien qu'au Burkina, c'est bien organisé parce qu'au Bénin, jusque-là, cela n'a jamais été bien organisé. C'était une digression positive. Pour vous dire qu'au niveau du Burkina Faso, la situation peut être contrôlée. Et le président Kaboré sait bel et bien comment le faire. Il faut lui permettre d'y aller avec tact et munitie. Il faut lui permettre de considérer un peu les désirata des populations, sinon que l'obliger à faire respecter la loi, l'obliger à faire respecter les règles républicaines, rien que cela, ça va l'amener à se mettre en porte-à-faux avec la population et les soulèvements peuvent survenir. Oui, je pense en fait que je comprends la difficulté de nos États en fait à faire face à la question de la sécurité publique. On ne peut pas avoir les mécanismes d'administration territoriale que nous avons dans nos États francophones et assurer aux citoyens pleine sécurité. Nous avons notamment, si je pourrais parler du Bénin, au Burkina, c'est encore mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous ne pouvez pas avoir des mécanismes de décentralisation qui ne mettent pas le citoyen complètement à la base, au cœur de tout dispositif visant sa propre sécurité, visant son autosuffisance alimentaire, visant son éducation, visant sa santé, C'est-à-dire que nous avons, ces 25 dernières années, dans nos nouvelles démocraties, érigé des mécanismes d'administration territoriale qui sont censés en fait assurer tous ces droits socio-économiques aux citoyens, les droits civils et politiques, mais en même temps éloigner le citoyen d'une pleine participation à comment implémenter ça. Veut dire quoi? Ça veut dire que... En 30 secondes, on va finir ce sujet en 30 secondes. Ralbeg, est-ce que vous pensez que ce phénomène aujourd'hui peut se muer
à la longue une sorte de rébellion? Non, ils n'iront pas là. Mais en fait, tout à l'heure, il posait un problème sérieux, c'est qu'il prête ses mains sur le Coran, tout ça là-dedans. Dans un État laïque comme le Burkina, avec les velléités et terroristes, tout ce que nous avons tout à l'heure mentionné, ce n'est pas du tout intéressant. Pas exclu. Il faut couper tout de suite. Médéric Gongo, les dossiers en Côte d'Ivoire, on sait comment c'est parti, mais aujourd'hui on sait ce que ça a donné comme résultat dans l'aspect politique de ce pays. Est-ce que vous ne craignez pas, du jour au lendemain au Burkina Faso, qu'on en arrive à ce niveau-là? Oui, au-delà du fait qu'il y a un peu le spectre terroriste, mais beaucoup pensent également que ça pourrait être une manipulation d'une personnalité politique qui tirerait les ficelles dans l'ombre. L'un dans l'autre, c'est qu'il faut vite circonscrire le problème, apporter une solution alternative, mettre au pas les magistrats, leur donner les moyens qu'il faut, les forces de l'ordre, leur donner les moyens qu'il faut de manière à les désintéresser, mais également conscientiser les populations pour qu'au-delà du mouvement qu'on a constaté et qui nous a amené dans une belle situation au niveau du Burkina Faso, qu'il y ait une implication des populations, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci donc, merci à vous, chers invités, d'avoir participé à éclairer l'opinion publique sur ces trois différents sujets. Merci donc à nos téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont prêté attention. C'est Sika, bien sûr, Angle de Vue. Nous vous retrouvons très bientôt pour la semaine prochaine et retrouvons donc le journal de l'économie sur Sika.